Je laisse encore quelques petites minutes parce qu'il y a un webinaire qui se termine là, quelques petites secondes pour commencer cette session. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent en continu. Et puis, je vais introduire la présentation de ce matin. Bon, je vois que ça ne bouge plus. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents au Salon de l'emploi et de la mobilité publique qui est organisé par la préfecture de région Occitanie avec l'aide de nos partenaires de l'emploi public. Aujourd'hui, vous participez à la journée en distanciel sous la forme de webinaires. Tous ces webinaires sont enregistrés et seront accessibles en replay sur la page YouTube de la PFRH Occitanie. Donc, pour retrouver en fait sur le programme, c'est tout en bas, la dernière page, il y a un petit symbole avec un avion en papier. Vous cliquez dessus, ça vous amènera sur la page de la PFRH. Ça vous permettra de revoir en replay ces webinaires. Notez aussi que le 29 novembre, dans 8 départements, auront lieu des événements en présentiel qui vous permettront de rencontrer tous les acteurs de l'emploi public, d'échanger, de poser des questions. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur ces salons. Et puis, dernière petite chose, en toute fin de webinaire, je lancerai un petit sondage de 5 questions sur lequel je vous demande de répondre brièvement pour que nous puissions avoir un peu des données sur les échanges de ce matin. Et sans plus tarder, je donne la parole à Maria Bruni pour cette présentation. Merci Maëla. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui a pour intitulé Rédiger des offres d'emploi attractives. Moi, je suis Maria Bruni, je suis conseillère RH à la PFRH et cette année, nous avons animé 2 ateliers relatifs à la rédaction d'offres d'emploi attractives sur le mois de juillet. Il y aura certainement un renouvellement de ces ateliers sur 2024. Donc une partie du contenu, si vous avez suivi ces ateliers au mois de juillet, une partie du contenu de ce webinaire reprend des éléments vus lors des ateliers. Mais si vous ne les avez pas suivis, j'espère que vous allez apprendre des choses. Alors, voilà les éléments que je vais développer ce matin. Je vais commencer une introduction assez générale sur la différence d'offre d'emploi entre une offre d'emploi et une fiche de poste. On verra ensuite, toujours dans des éléments assez introductifs, quelles sont les attentes des candidats globalement vis-à-vis du recrutement. Et puis, on rentrera vraiment dans le vif du sujet avec les éléments clés à mettre en valeur dans une offre d'emploi pour la rendre plus attractive. Et puis, en fin de présentation, nous verrons la diffusion de l'offre d'emploi. Je dis bien diffusion et non pas publication. Alors, offre d'emploi versus fiche de poste. Nous avons dans la fonction publique l'habitude, la coutume de recruter sur la base de nos fiches de poste. Or, une fiche de poste, ce n'est pas un outil qui, finalement, c'est un outil de gestion, c'est un outil de management, mais ce n'est pas un outil de recrutement. En fait, une offre d'emploi se distingue d'une fiche de poste puisqu'elle est un outil de communication. On publie traditionnellement nos fiches de poste. Est-ce que tu as publié ta fiche de poste? C'est une obligation, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas nos fiches de poste, surtout quand on les connaît bien, ou moi j'en lis beaucoup sur choisir le service public. Ce n'est pas ça qui va rendre attractif un poste. Alors il y a des services qui disent j'ai publié 3 fois ma fiche de poste et j'ai pas plus de candidats. Et oui, en fait, une offre d'emploi, c'est un outil de communication. En fait, c'est un message, comme c'est inscrit sur la slide, qui est diffusé par un employeur et qui dit voilà, moi j'ai envie de recruter. Et c'est un message qui s'adresse à un public externe, certes à des fonctionnaires, mais à un public externe qui vient parfois d'autres ministères ou d'autres fonctions publiques. Le but de cette offre d'emploi, c'est d'attirer des candidats. Donc, la première chose à retenir de ce webinaire, c'est que vous pouvez travailler une fiche de poste, bien sûr, qui sera utile lors des entretiens professionnels, qui sera utile comme un outil de management, qui peut être utile comme un outil de gestion GPEC, mais en tout cas,
vous devez travailler impérativement un autre document qui s'appelle une offre d'emploi pour donner à voir votre intention de recruter. Ça, c'est un premier élément qui me semble assez important. Ensuite, je vais vous donner globalement quelques chiffres dont la source est Pôle emploi, qui a mené en fait une enquête auprès de candidats l'année dernière, auprès de candidats et de recruteurs. Cette enquête, elle dit que finalement, le contenu d'une offre d'emploi, souvent, c'est un frein à ce que les candidats posent leur CV et leur lettre de motivation sur une offre. Le premier écueil, en fait, c'est que l'employeur, il a souvent tendance à chercher encore le mouton à 5 pattes. Et donc, il va rédiger son offre d'emploi ou sa fiche de poste avec le candidat idéal, c'est-à-dire un niveau de compétence extrêmement élevé. On va mettre maîtrise sur toutes les compétences et puis il va lister l'ensemble des compétences attendues. Or, ce qu'on voit là dans cette enquête de Pôle emploi, c'est qu'il y a 91% des candidats qui ont été interrogés qui se sont déjà sentis intimidés par les compétences exigées, et notamment le niveau de compétences exigées dans une offre d'emploi, au point de ne pas postuler. Et ensuite, autre chiffre que je trouve intéressant à partager, c'est 60% des recruteurs ont estimé, toujours d'après cette enquête de Pôle emploi, que élargir des profils de candidats a des conséquences positives sur le recrutement. C'est-à-dire que recruter des candidats qui ont des compétences qui sont transférables au poste qu'ils recherchent s'avère parfois beaucoup plus intéressant et fructueux, tant pour le candidat que pour la structure, pour le recrutement et le poste recherché. Donc ça, c'est des éléments génériques que je voulais vous partager en introduction. Cette enquête de Pôle emploi, elle nous dit aussi que les candidats, aujourd'hui, ils ont changé. Alors, on pense souvent au public jeune, mais pas que. On sait très bien que la crise sanitaire a eu des impacts sur les candidats et sur le marché de l'emploi. Globalement, les candidats, ils attendent quoi d'un recrutement? Ils attendent d'abord une certaine transparence dans le processus de recrutement, c'est-à-dire de connaître des délais, d'avoir des réponses. Plus vous serez transparent sur le processus, en fait, et plus les candidats seront satisfaits et auront aussi une bonne image de la structure. Ils attendent ensuite de passer des entretiens physiques. C'est souvent le cas dans nos administrations. Ils attendent ensuite une adéquation de l'offre à leurs valeurs personnelles. On le verra un peu plus tard dans la présentation. Et puis, ils ont aussi une forte attente au regard du travail hybride. Qu'en est-il de l'offre d'emploi en elle-même? Alors, le premier élément, ça va être sa rédaction. On va se concentrer là sur des aspects rédactionnels des offres d'emploi. Et puis ensuite, on va faire des zooms sur des éléments qu'il semble vraiment indispensable de mettre en valeur sur les offres d'emploi pour que les candidats, ils aient envie de candidater. On va évoquer ainsi les conditions salariales, les conditions de travail et les aspects pratiques, l'ambiance du service de la direction et la marque employeur, et enfin, les perspectives et le niveau de responsabilité et l'autonomie et la créativité qui pourra ensuite être déployée dans le cadre du poste sur lequel vous recrutez. Alors, la rédaction. On disait en introduction qu'une offre d'emploi, c'est un élément de communication. En fait, l'offre d'emploi, elle doit donner envie au candidat de déposer son CV et de venir vous rencontrer. Elle doit permettre également aux personnes de se projeter sur ce poste et sur cette structure. Il ne s'agit pas de vendre du rêve ou d'enjoliver un poste ou une structure. Donc à ce titre, c'est évident qu'il faut être sincère dans son offre d'emploi parce que finalement, cette offre d'emploi, ça va être complètement le cadre commun entre le candidat et son futur employeur. L'intitulé du métier, l'intitulé du poste, il doit être le plus clair possible.
on a la chance d'avoir un répertoire des métiers aujourd'hui qui est commun aux 3 fonctions publiques. Je vous invite parfois à le comparer aussi au répertoire des métiers du privé, si vous cherchez notamment des candidats en externe, puisqu'il y a des métiers qui se ressemblent beaucoup, et les intitulés, en fait, eh ben, c'est ce qui va accrocher le candidat. Donc, plus un intitulé de poste va être complexe, plus le candidat va avoir des interrogations sur le contenu. Et parfois, ça peut s'avérer un frein. Ensuite, sur la rédaction. Alors, la plus claire et la plus compréhensible possible. Donc, on limite, voire on évite complètement les acronymes. On est assez spécialiste dans nos administrations. On a tous plein d'acronymes. Donc, ça, c'est vraiment à éviter, à travailler. Ça demande un effort de rédaction. On n'est pas habitué. Et puis ensuite, des phrases courtes. Ce n'est pas la peine d'écrire un roman, et un style plutôt direct, plutôt très direct. Je vous donne un petit exemple en suivant. Alors, un exemple d'une structure qui, en 3 lignes, expose en fait le contexte du poste et des missions. Donc, on voit une stratégie pluriannuelle. Elle a mis en gras même certains éléments qui lui paraissent importants. La composition de l'équipe, 21 agents, le rôle du service. Et puis ensuite, en 3 points, les missions principales. Sur une offre d'emploi, il n'est pas nécessaire de rentrer dans le détail de l'activité et encore moins de la tâche. Les missions principales suffisent. Le candidat, s'il voit un intitulé clair et les 3 missions principales, il comprend globalement ce qu'on va lui demander. Et à partir de là, il lira la suite et il va avoir envie de candidater ou pas. Ce qu'il va regarder par la suite, et ça c'est toujours 2 enquêtes Pôle emploi qui nous le disent, ça va être les conditions salariales. On travaille pas pour rien, on travaille pour un salaire en fait, et cette question est souvent tabou encore pour notamment dans le public. On travaille tous pour un salaire, donc le niveau de salaire, alors y compris tous les avantages sociaux qu'on peut avoir, des primes, des tickets restaurants, des participations à la mutuelle ou d'autres, sont des éléments à inscrire noir sur blanc sur vos offres d'emploi. Si cet élément n'apparaît pas, le candidat il peut se poser des questions. Et puis, il peut aussi rester sur finalement ses préjugés sur la fonction publique. Ils ne payent pas dans la fonction publique, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne nous disent pas combien on est payé. Donc, le salaire, n'hésitez pas à le mettre. Je sais que parfois, ça peut poser des difficultés parce qu'on ne sait pas exactement quel niveau de salaire en fonction de l'expérience du candidat, etc. Mais on peut mettre une fourchette, on peut mettre à partir de, on verra juste après un ou 2 exemples qui peuvent être intéressants. Alors, si on ne paye pas aussi bien dans le privé, et encore que, en tout cas, on a souvent des conditions de travail qui sont très intéressantes et qu'on a peu tendance à valoriser dans nos offres d'emploi. Donc, tout ce qui a trait aux horaires de travail, aux congés, au RTT, à vos modalités de temps de travail, et puis surtout au télétravail, n'hésitez pas à le développer dans votre offre. Parce que ça, c'est gage déjà de transparence vis-à-vis du candidat, et puis il sait où il met les pieds. Ça lui permet aussi, au regard de son équilibre vie pro, vie perso, et on sait à quel point aujourd'hui cet élément-là, il est important pour les jeunes générations, mais pas que, de donner le cadre dans lequel le candidat va se trouver et dans lequel il trouvera peut-être son compte. Autre élément intéressant à valoriser dans vos offres d'emploi, c'est la question de l'accessibilité. J'aurais pu ajouter localisation et accessibilité. Localisation, parce que parfois on travaille sur des sites qui sont assez jolis, assez exceptionnels. Donc, je pense que c'est agréable de travailler dans un lieu qui est sympathique. Donc, il faut le valoriser. Et puis, l'accessibilité, sa situation géographique, la proximité des transports en commun. Est-ce qu'il y a un parking? Est-ce qu'il n'y a pas de parking? Etc. Des éléments, en fait, très pratiques, très pratico-pratiques, qui vont faire que le candidat, il va se projeter concrètement sur le fait de venir travailler à cet endroit-là. Oui, je peux venir en transport. Oui, je peux me garer. Donc,
Ces 3 éléments-là, ce sont vraiment les 3 premiers items à valoriser dans vos offres. Il y a ensuite, alors certaines collectivités ou établissements publics le font très bien, hein, c'est la valorisation de leur marque employeur. La marque employeur, ça va être l'image et la réputation de la structure en tant qu'employeur auprès de ses collaborateurs, mais aussi auprès des candidats potentiels. Et en fait, cette marque employeur, si elle est valorisée, on va voir les valeurs de la structure, quel est son type de management, quelles sont ses ambitions. Et là, on va retrouver finalement le candidat, il va se dire, est-ce que c'est en adéquation avec mes valeurs personnelles ou pas? Est-ce que je m'y retrouve ou pas? Donc, développer des marques employeurs, finalement, ça fait partie un peu des outils marketing, hein, j'aime pas bien ce mot, mais c'est bien l'idée de donner à voir l'image de sa structure et la valoriser. Alors, autre élément que l'on ne valorise jamais hein, sur les offres d'emploi et encore moins sur des fiches de poste, ça va être l'ambiance de travail. Des éléments de convivialité, des éléments de organisation des espaces de travail, par exemple, quand on a des espaces de travail collaboratifs, comment s'organise le travail en équipe. Ça, c'est des éléments qui vraiment attirent les candidats et que vous pouvez largement développer dans vos offres d'emploi. Alors enfin, autres éléments à développer, ça va être les perspectives d'évolution que peut offrir la structure. Quelle est sa politique RH? Est-ce qu'il y a une politique de formation qui est importante et qui est valorisable? Est-ce qu'il y a un accompagnement à la prise de poste? Et quelles sont les perspectives d'évolution professionnelle ou géographique au sein de cette structure? La nature, la diversité et bien sûr le niveau de responsabilité, ce sont aussi des éléments que les candidats regardent et qui sont des éléments qui peuvent être déclencheurs hein, d'une candidature. Souvent, alors ça peut arriver, pas souvent, mais ça peut arriver dans l'administration, on a tendance à mettre toutes les strates hiérarchiques de la structure, hein, c'est-à-dire rattaché au chef de bureau, au chef de cellule, qui est lui-même rattaché à un chef de service, sous le directeur, machin, etc. Un candidat, quand il lit ça, parfois il se dit, mince, en fait, je vais être au niveau N-10 et finalement, j'aurai un niveau de responsabilité qui sera très faible et un niveau d'autonomie qui sera quasiment nul. Et ça peut être démotivant pour poser une candidature. Enfin, si le poste le permet, bien sûr, quelle est la place qui est accordée à l'innovation, à l'initiative, à la créativité dans ce poste? Parce qu'aujourd'hui, les candidats, ils ont envie d'innover. Alors là, surtout les jeunes, mais pas que non plus, hein, mais ils ont envie d'être créatifs. Donc valorisez-le si il y a une place pour ça dans ce poste-là. Je voulais balayer ensuite avec vous quelques exemples. J'en ai choisi 3 qui me paraissaient vraiment intéressants. Alors celui-ci là, par exemple, il rentre pas dans le détail de la rémunération, mais il distingue si vous êtes fonctionnaire, si vous n'êtes pas fonctionnaire. Donc, si vous êtes fonctionnaire, ça sera catégorie A de la filière administrative. OK. Si vous n'êtes pas fonctionnaire, vos années d'expérience sont prises en compte pour déterminer le niveau de votre rémunération. Et dans les 2 cas, on a le montant du régime indemnitaire brut mensuel. Dans tous les cas, hop, il précise là le SFT, donc c'est intéressant. Entre parenthèses, vous remarquerez, ils traduisent, hein, supplément familial de traitement, en précisant qu'il ne s'additionne pas au montant des allocations familiales. Et ensuite, il y a tout un bloc sur le temps de travail, le télétravail, la formation continue, de multiples possibilités d'évolution en interne, et puis ensuite, les participations aux frais de transport, à la mutuelle, la possibilité d'avoir un restaurant administratif ou des tickets restaurants, le smartphone,
des prestations sociales individuelles. Et puis, j'ai trouvé ça très intéressant, des activités, des loisirs à des tarifs avantageux pour tous grâce à une équipe d'agents bénévoles organisée en association du personnel. C'est vrai que les associations du personnel, on ne les retrouve pas souvent dans les offres d'emploi. Or, elles sont parfois très actives et apportent beaucoup de choses aux agents. Donc, c'est un élément qui peut participer et qui peut attirer des candidats. Autre exemple également intéressant, alors là, on voit vraiment que l'employeur, il a vraiment développé tous les aménagements de temps de travail ainsi que les congés, etc., le télétravail, les aides financières qui peuvent être apportées, les frais de transport, le restaurant municipal. Et là, c'est très intéressant. Ils proposent, eux, une aide à la mobilité du conjoint via un réseau de recruteurs sur le territoire concerné. Et puis, alors là, c'est un peu mêlé dans tout, mais du coup, je trouvais ça aussi intéressant. Quelles sont finalement les modalités d'accès si on est fonctionnaire, OK, sur tel cadre, pour les candidats reconnus travailleurs handicapés ou pour les non-fonctionnaires. Donc là, pour les non-fonctionnaires, on est clair, un contrat de catégorie A par CDD de 3 ans avec une possibilité de renouvellement. Troisième exemple, là, c'est sur un CDD, mais ils recrutent pas uniquement des contractuels, puisque tout de suite, hop, au niveau de la rémunération, donc pour les titulaires, ça va être la reprise de l'indice majoré et l'IFSE. Puis là, vous voyez que pour les contractuels, la rédaction est intéressante, puisqu'ils disent, pour la rému, à partir de 2 372 € brut, donc on donne un chiffre, donc le candidat, il sait que ça sera à partir de ça, selon expérience. Donc là, on voit que ça peut être négociable selon l'expérience, le remboursement des frais de transport. On retrouve le temps de travail et le télétravail. Et puis, les petits avantages en plus. Là, ils ont salle de sport, par exemple, association des personnels, accès au musée. Je prends juste une question tout de suite. Quelle est selon vous la longueur max d'une offre d'emploi attractive? Pour moi, elle doit être courte. Plus ce sera long, moins le candidat aura envie de lire. Elle doit être plutôt courte et percutante. Donc, c'est 3-4 lignes de contexte. Ça va être 3-4 lignes de mission. Et ensuite, s'il y a une partie que vous pouvez développer, c'est tous les éléments qu'on vient de voir. Et les exemples qu'on vient de voir le montrent bien. Hein. Alors, sur la diffusion de l'offre, on sait que nous avons, employeurs publics, l'obligation de publication de l'offre sur les sites officiels. Le site Choisir le service public, qui vous a été présenté lors du premier webinaire ce matin, regroupe l'ensemble des offres d'emploi des 3 fonctions publiques. Et vous allez retrouver là l'ensemble et vous allez publier là. Souvent, les employeurs, ils ont, c'est même pas un réflexe, hein, c'est une obligation, de déposer leurs offres d'emploi en publication. Moi, ce que je voulais aborder avec vous ce matin, c'est la question de la diffusion, c'est-à-dire que oui, choisir le service public, c'est un mode de diffusion de l'offre, mais il ne faut pas vous limiter, surtout si vous êtes en déficit d'attractivité hein, sur certains postes, il ne faut pas se limiter à choisir le service public, puisque notamment pour les candidats externes à la fonction publique, c'est encore un site qui est assez méconnu. Donc, élargissez votre diffusion. Alors, on élargit comment ? On sait qu'il y a des sites institutionnels un peu de publication, hein, emploi territorial par exemple, hein, j'ai pris l'exemple de la territoriale, ou des sites de diffusion spécifiques à certaines fonctions publiques, comme la Gazette des communes. OK, on touche toujours des fonctionnaires là. Et puis on s'interdit souvent de publier, de diffuser l'offre sur les réseaux sociaux. Alors là, on a deux possibilités. Hein. Soit votre structure, elle a un compte LinkedIn, puisque c'est aujourd'hui le réseau social professionnel le plus, on va dire, le plus développé. Et certaines structures diffusent déjà des offres d'emploi, soit via leur service com, soit via le service RH.
Ou alors, à titre personnel, on voit des chefs de service ou des directeurs qui disent, voilà, hop, moi, je recrute en ce moment, et ça permet en fait sur les réseaux de toucher des potentiels candidats. Votre offre, elle peut être relayée par le réseau et donc un impact beaucoup plus important que uniquement sur choisir le service public ou la Gazette des communes, par exemple. Les autres réseaux sociaux peuvent également être utilisés. Alors là, je ne donnerai qu'un seul exemple, c'est celui de la police nationale, qui aujourd'hui cherche à renouveler et en tout cas à rajeunir ses effectifs et à largement investi le réseau TikTok à travers du coup des vidéos, puisque c'est le format de ce réseau social. Alors le but, c'est de recruter, mais ils travaillent aussi à travers finalement la diffusion de leur offre et de leur message sur TikTok, sur leur image et du coup sur leur marque employeur auprès d'un public qui est vraiment ciblé, puisque TikTok, du coup, c'est un réseau social qui cible plutôt les plus jeunes. Alors ensuite, je voulais évoquer avec vous les réseaux métiers spécifiques. Donc, il y a des sites internet ou des revues professionnelles. Là, ça va vous permettre de toucher des candidats qui sont en veille, qui lisent du coup le contenu de ces supports-là. Je dirais que le désavantage, c'est que ce sont souvent des supports qui sont payants et assez chers. Mais si vous cherchez un profil technique très spécifique, etc., évidemment, ça sera plus pertinent d'aller publier là et de mettre peut-être quelques crédits là, plutôt que d'aller sur TikTok. Et puis, il y a également des sites qui sont spécifiquement dédiés à l'emploi. Alors, on pense à l'APEC quand on vise, quand on cherche un cadre. Il y a des sites qui sont plutôt des sites locaux. Je vous ai mis 2 exemples, hein. Le Gers Recrute et OhMyLot. D'ailleurs, OhMyLot fera une présentation de sa marque de territoire cet après-midi lors d'un webinaire à 15h. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les rejoindre à 15h. Et en fait, ce sont des sites spécifiques du coup qui vont permettre aussi de toucher et de diffuser vos offres. Et puis, je l'ai mis en gros, puisqu'ils font également un webinaire cet après-midi sur leur offre de service aux recruteurs, Pôle emploi. Pôle emploi qui est en contact direct avec des candidats, et notamment si vous cherchez des candidats contractuels hors fonction publique, et qui peuvent diffuser leur offre, mais qui ont aussi comme offre de service de l'accompagnement des recruteurs, et notamment sur la rédaction de vos offres d'emploi. Ils en parleront certainement cet après-midi. Et puis pour conclure, avant de répondre à vos questions, le vrai, c'est-à-dire là on quitte les réseaux sociaux, on quitte les revues, mais aller rencontrer directement des candidats à travers des événements, des salons qui sont liés à l'emploi, aller rencontrer peut-être des écoles, des universités ou des centres de formation pour être en lien direct avec des étudiants ou qui vont être prochainement en recherche d'emploi. Des contacts également avec des associations d'anciens élèves qui peuvent être des relais précieux pour la diffusion de vos offres. Et puis, il y a quelque chose qu'on élude souvent, c'est la cooptation par des pairs. Et si je peux finir peut-être par un partage d'expérience personnelle, moi dans une autre vie, j'ai été amenée à recruter des collaboratrices dans le champ comptable, et je n'ai jamais aussi bien recruté que lorsque je demandais à d'autres collègues qui exerçaient cette fonction, est-ce que tu n'aurais pas une collègue qui serait intéressée pour venir chez nous? Est-ce que tu peux relayer? Et du coup, qui mieux qu'un agent qui exerce déjà ce métier, qui connaît bien une direction, d'aller chercher des candidats et finalement vendre un peu l'offre d'emploi qui est proposée et qui est dispo. Donc, écoutez, je vous remercie de votre attention. Et puis, je vais répondre à quelques questions. Merci Maria pour ton intervention. Merci.
Alors, excusez-moi pour ma petite disparition-apparition, les joies de la technique. Alors, j'ai noté qu'il y avait une petite question. Alors, je ne sais pas si tu as répondu en cours d'entretien quand j'étais absente. Quelle est la longueur Ouais. maximum selon toi? J'ai répondu à cette question du coup en milieu de présentation. Alors, je prends peut-être le ministère de l'Agriculture. Qui prend en compte l'expérience? Le SGCD ou le service technique qui a le besoin de recruter? Alors là, c'est je ne peux pas vous répondre spécifiquement à cette question sur le ministère de l'Agriculture. Je pense que c'est un échange que vous devez avoir avec le SGCD, notamment. Ensuite, peut-on envisager une offre rédigée doublement pour les fonctionnaires et pour les contractuels? C'est-à-dire une offre d'emploi pour les fonctionnaires diffusée d'un côté et une autre pour les contractuels. C'est ça, Florence? Si c'est ça, en fait, moi je pense que oui, ça libérerait le support. Parce qu'on a l'obligation de publier les fiches de poste pour les fonctionnaires dans certains ministères. Donc ça, on pourra pas voilà, s'en défaire. Mais oui, pour moi, si vous voulez cibler en fait certains candidats, le SGCD nous oblige à un format pas très peu glop. Ok. Je pense qu'ils sont contraints également par les outils. Souvent, on est contraint par des outils, donc il faut rentrer dans les cases. Moi, ce que je vois sur choisir le service public, c'est qu'il y a quand même des employeurs. Ils ont les mêmes cases que le SGCD que nous. Ils ont quand même un contenu qui est un peu plus, comment dire, un peu plus attractif. Donc, pour moi, la réponse est oui. Et puis, quand on veut diffuser sur LinkedIn, alors là, on est encore plus libre. Quand on diffuse sur les réseaux sociaux ou auprès d'étudiants, je pense qu'il faut être encore plus libéré du format fiche. Mais, euh, mais c'est intéressant, en fait, on a des structures qui sont encore assez, finalement, fermées sur des pratiques, pas fermées, mais en tout cas qui poursuivent les pratiques de la fiche de poste. Et il faut avoir ces éléments-là. Et finalement, les éléments qu'aujourd'hui on met en avant, ce sont pas les éléments qui vont attirer des candidats. Donc, si on republie indéfiniment en fait la même fiche de poste, ça va pas faire venir plus de monde. Ce n'est pas possible. Je vois qu'il y avait Mathieu qui était en train d'écrire. Ouais, je vois. On va avoir une petite question. Je vais partager du coup une expérience de la PFRH en attendant la question de Mathieu. Ce matin, vous avez peut-être assisté au webinaire sur le recrutement collaboratif avec Maëla justement et Clémence Wegscheder. On avait diffusé notre offre d'emploi d'abord par les canaux bien sûr classiques. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, tiens, si on faisait une pub LinkedIn un peu plus, un peu plus percutante pour toucher plus de monde. Et ce qu'on a constaté, c'est finalement, c'est que lorsqu'on a publié cette offre LinkedIn, elle a été extrêmement relayée dans le réseau social. Et dès le lendemain, en fait, on a eu une augmentation du nombre de candidatures qui a été assez important. Donc ça marche. Donc, ce que je vous raconte là, on l'a aussi testé, puisque à la PFRH, on teste en fait ce qu'on préconise. Donc, alors, Mathieu nous dit, ce n'est pas une question, c'est être plus proactif. Ok, oui. Moi, je dirais oser, en fait. Oser. Oui, on doit faire des fiches de poste. Oui, la fiche de poste, elle sera toujours l'outil de gestion qu'on a vu au départ. Mais si l'objectif, c'est d'avoir des candidats, en fait, il faut oser faire autrement et oser rédiger des vraies offres d'emploi. Alors, je peux prendre encore une question s'il y en a, une ou deux. Je vois rien qui Je ne vois s'affiche pas. Hein. dans la Ouais, c'est ce que je conversation. Du disais. coup, je vais vous demander 2 petites minutes de votre temps pour lancer un petit sondage. Je pense qu'il y en a qui ont déjà assisté à certains webinaires. Ça va être les mêmes questions, il n'y a pas trop de surprises, mais nous, ça nous permet un peu aussi de faire le suivi et la pertinence.
Alors, pendant que je prépare le sondage, Maria, tu as une question qui est Ouais, je peux arrivée. répondre à la question de Florence, du coup. J'ai pas de support type pour ces nouveaux formats. Mais par contre, voilà, vous pouvez demander du coup le support de ce webinaire. Et le format, finalement, bah, c'est de mettre vraiment les items, là, les différents items qu'on a vus, bah, de les développer le plus possible. Et puis, je sais pas, moi, je vous conseillerais aussi de montrer vos offres d'emploi à des personnes qui n'y connaissent rien, à votre voisin, à quelqu'un de votre famille, en disant, tiens, si tu vois ça, toi, est-ce que tu candidates? Est-ce que ça te donne envie de venir? Mais il n'y a pas de support type. Je vous laisse répondre du coup au sondage. J'attends un petit peu que les gens Ouais. répondent, mais À je pense quelle que tout tranche le monde d'âge a après les forcément facilité. Donc, Je vous remercie en tout cas de votre attention. J'espère que cela vous aura été utile. sa troisième question. Il y a 5 questions, c'est ça, Maëla? Ouais, c'est exactement ça. Merci, Florence. Il faut ouvrir des perspectives si on veut recruter, parce que le déficit d'attractivité, il est réel et sur les 3 fonctions publiques. Donc, c'est vrai que commencer par travailler ces offres, ça peut déjà être source d'une piste de solution, d'après moi en tout cas. Ah, c'est moi qui ai fait une fausse manip. Tu as publié un peu, Je vous remets la question 4. Oui, le souci, c'est aussi d'offrir des CDD longs. C'est pas forcément recherché par tous les candidats. J'intervenais, voir des CDI, ouais. Alors oui, ça peut être un argument et ça l'a été pendant longtemps. J'intervenais récemment auprès d'étudiants. C'est pas forcément ce qu'ils recherchent aujourd'hui. Et le fait d'avoir d'avoir un CDI tout de suite, il y avait la moitié des étudiants que j'avais en face de moi qui étaient assez angoissés à cette idée. Ils préféraient, eux, avoir un CDD 1 an ou 3 ans. Ouais, parfois parce que c'est pas compatible avec le mode de vie, des envies de voyage, des envies de tester. Tout à fait. Est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes? C'est la dernière question, Maëla? Oui, c'est la dernière question. Après, je ne vous embête plus avec ces questions, mais c'est important aussi pour nous d'avoir ce Alors, retour. juste Mathieu de la Merci Lozère en qui tout nous cas dit de prendre le temps de de répondre. répondre. Voilà. Mathieu, nous sommes en Lozère sur cette dynamique et travailler sur les offres d'emploi est le premier axe retenu. Bah, écoute, Mathieu, je serais ravie d'échanger avec toi sur cette question et qu'on puisse y travailler ensemble. Bah, je pense qu'on va pouvoir conclure cet échange. Merci beaucoup, Maria. Merci de votre participation. Ça continue dans l'après-midi pour ceux qui sont intéressés. Il y a plein de choses vraiment à découvrir. Et puis, n'oubliez pas, le 29 novembre, la possibilité dans 8 départements de venir sur des salons, rencontrer et échanger en direct. Oui, vous pouvez nous solliciter pour des conseils. On vous a déjà mis une adresse dans le chat, n'hésitez pas à la récupérer et puis sinon contactez la PFRH Occitanie. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous Oui, bien contacter. sûr, Florent. Maria Bien sûr. et moi sur LinkedIn, on est présents toutes les deux sur les réseaux. On relaiera sur les bonnes personnes. Je vous ai mis mes coordonnées également sur la première page de la présentation. Donc, Je vais mettre fin à cet enregistrement et puis vous souhaiter une bonne fin de journée à tous.
et à très bientôt.